21 mai 2025, OpenAI annonce qu'il rachète une boîte qui se prénomme IO. 6,5 milliards de dollars en actions pour 11 employés et un homme, Jony Ive. Jony Ive, le créateur et designer de l'iPhone. Alors, tout le monde se dit la même chose. Ok, il prépare un iPhone killer. Évidemment, le créateur de l'iPhone qui rejoint le créateur de ChatGPT, ça paraît logique. Sauf qu'un an plus tard, on se rend compte qu'il y avait quelque chose de bien plus tordu derrière. Et si ce qui a fuité fin avril est vrai, ce n'était pas Apple qu'OpenAI visait. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un que personne n'a vu venir. Pour comprendre pourquoi cette acquisition est insensée, il faut d'abord savoir qui est Jony Ive. Jony Ive, ce n'est pas seulement un designer. C'est celui qui a défini la forme physique de tout ce que tu touches. Ton ordinateur, ton téléphone, tes écouteurs. Pendant 30 ans chez Apple, c'est lui. L'iMac translucide de 1998, l'iPod, le MacBook Air ou encore l'iPhone, c'est Jony Ive. Et tout ça, pas dans un coin du studio. C'était le réel bras droit de Steve Jobs. En 2011, quand Jobs meurt, il devient un tout petit peu le gardien du temple Apple. En revanche, en 2019, il quitte la boîte. Il crée son propre studio qu'il prénomme Love From. Apple reste son client principal, mais à côté, il prend aussi d'autres gros contrats. Il dessine une voiture pour Ferrari, il fait le logo officiel du couronnement du roi Charles III, il bosse avec Airbnb, il fait littéralement tout ce qu'il veut. Pendant ce temps, à San Francisco, un autre personnage est en train de se rendre incontournable. Sam Altman lance ChatGPT en novembre 2022. Et seulement 2 mois après le début de ChatGPT, on compte déjà 100 millions d'utilisateurs. C'est tout simplement le produit grand public le plus rapide à exploser dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on décompte plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Et puis, en mai 2025, l'annonce qui fait beaucoup de bruit. OpenAI rachète l'entreprise hardware de Jony Ive pour 6,5 milliards de dollars en actions pour fabriquer ensemble, je cite Sam Altman, la chose la plus cool qu'on ait jamais faite dans la tech. Et là, tout le monde se dit, c'est l'iPhone killer. C'est juste fini pour Apple. Sauf qu'un an après l'annonce, c'est toujours silence radio. Aucune fuite, blackout total. Et puis, en février 2026, le mur se fissure. En effet, un journal américain, The Information, publie un papier qui décrit ce sur quoi Ive travaille actuellement chez OpenAI. Et là, on découvre 4 objets et pourtant aucun n'est un téléphone. Le premier, c'est une enceinte, mais pas une enceinte comme un HomePod ou comme Alexa. Cette enceinte-là, elle te regarde. Caméra intégrée, reconnaissance faciale, elle sait qui est dans la pièce, elle voit les objets sur la table et surtout, elle est proactive. Selon les sources de The Information, dans une réunion secrète, OpenAI a donné l'exemple suivant. Tu as un meeting tôt demain matin, l'enceinte le voit dans ton calendrier et le soir, sans que tu n'aies absolument rien à demander, elle te dit tu devrais te coucher. Tôt ce soir, tu as un meeting demain matin. Tout ça pour 250 $ avec une commercialisation qui serait prévue pour début 2027. Et ce qui est fou, c'est que les 3 autres objets prolongent exactement la même idée. Premièrement, SweetPea, un objet que tu porterais derrière l'oreille, qui t'écouterait en continu et qui serait connecté à ChatGPT. Gumdrop, un objet qui ferait la taille d'un stylo que tu aurais dans la poche qui n'aurait absolument pas d'écran. Et pour finir, une lampe qui éclairerait ton bureau mais qui en même temps regarderait tout ce que tu fais. Ok, là tu vas te dire peut-être mais j'ai du mal à comprendre en fait où on va. Mais regarde ces 4 objets ensemble. Une enceinte qui regarde, un wearable qui écoute, un objet dans ta poche qui capture et pour finir, une lampe qui peut voir. Aucun n'a d'écran, aucun ne demande qu'on le sorte de sa poche. En fait, c'est l'inverse exact d'un smartphone. Parce que si on réfléchit, un smartphone, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un objet que tu sors, que tu déverrouilles et sur lequel tu ouvres une application. Concrètement, tu agis. Mais là, c'est l'IA qui agit. Tu ne fais rien, tu vis. L'enceinte te voit, le wearable t'écoute, tout tourne en arrière-plan. Et Altman l'a dit lui-même en novembre 2025 dans un meeting interne. Notre produit, ça ne sera pas comme marcher dans Times Square où tout te bouscule, ce sera comme s'asseoir dans une cabane au bord d'un lac et juste profiter du calme. Et en fait, c'est ça que prépare Ive. C'est pas un objet, c'est une présence. Une IA qui vit avec toi sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Et la presse, qui attendait un iPhone killer, répond « Ok, sympa, mais concrètement, ça va pas les challenger, l'iPhone. » Tout le monde range cette histoire dans la case « à suivre », mais je peux vous l'affirmer, c'est une grave erreur.
Le 27 avril 2026, soit il y a un peu plus d'une semaine quand je tourne cette vidéo, un homme poste sur X, Twitter. Il s'appelle Ming-Chi Kuo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kuo, c'est un des analystes les plus respectés sur la planète tech. Il bosse pour TF International Securities. Sa spécialité depuis plus de 15 ans, c'est remonter les supply chains asiatiques pour dénicher quelles sont les nouveautés américaines qui vont sortir dans les produits. Quand Kuo dit qu'un iPhone va sortir avec telle ou telle fonctionnalité, ça sort. Apple le déteste, mais tout le monde le croit. Et là, il y a quelques jours, Kuo a lâché la bombe. OpenAI ne prépare pas un, mais deux projets hardware en parallèle. Il y a le projet Hive, qu'on connaît maintenant, et il y avait un deuxième projet complètement séparé dont personne n'avait jamais parlé. Cette fois, c'est un smartphone. Pas dessiné par Hive, mais construit avec des partenaires asiatiques. Et tout ça dans le secret le plus total. Et sur ce projet, la production de masse est prévue pour 2028. Et Kuo a balancé le visuel de l'interface qui aurait fuité. Et quand tu regardes, tu te dis mais attends, c'est quoi ce truc? Pas d'application, pas de Spotify, pas de YouTube, pas de Maps, pas d'Instagram. À la place, une simple liste de tâches. Réservé, vol Paris-Toulouse, 73%. Briefing du meeting de ce matin, prêt. Répondre aux mails de marque, pas commencé. Rappel, payer la prime d'assurance vendredi. C'est tout. C'est ça, l'écran d'accueil. Alors, maintenant, comprends ce que ça change. Aujourd'hui, pour réserver un vol, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres Chrome, tu tapes dans Google, tu vois 4 pubs sponsorisées, tu cliques sur Skyscanner, tu compares, tu rebascules sur Google Maps pour vérifier l'aéroport, tu vas sur le site d'Air France, tu paies. Tu mets le vol dans ton calendrier, cette application, 20 minutes. Sur le téléphone, décrit par Kuo, tu mets tout simplement réserve-moi un vol vendredi matin qui va de Paris à Toulouse et ça se fait automatiquement par un agent. Et il y a quelques jours, Kuo a remis un coup. Le 5 mai, il a déclaré que le projet était fast-tracké, soit accéléré. Le téléphone arriverait plus tôt que prévu, soit le premier semestre 2027 avec environ 30 millions d'unités visées. Bon, attends là juste, stop, petite pause. Tout ce que je viens de te raconter, ça reste un leak. OpenAI n'a rien confirmé officiellement. Kuo est quelqu'un de très fiable, mais il s'est déjà trompé. Et entre un leak supply chain et un produit qui sort vraiment en magasin, il y a un vrai océan d'incertitude. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes. Si Kuo a raison, ce n'est pas seulement une rumeur de plus. C'est le plan le plus agressif que OpenAI n'ait jamais préparé. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si tu regardes vraiment ce plan, tu te rends compte d'un truc un petit peu bizarre. La réalité, ce n'est peut-être pas Apple qui devrait avoir peur, mais quelqu'un d'autre, et un gros, lui aussi. Bon, à partir de maintenant, je sors un petit peu des faits et je te donne ma lecture personnelle. Tu peux tout à fait ne pas être d'accord, d'ailleurs en commentaire, n'hésite pas à le dire, qu'on échange sur ce sujet. Ma thèse, c'est que si ce téléphone marche, ce n'est pas Apple qui prend le coup principal, mais c'est Google. Alors, pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre comment ces deux boîtes gagnent leur argent. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas du tout pareil. Premièrement, Apple. Apple, c'est simple. Apple te vend un iPhone, 1200 €, ils ont une marge exceptionnelle sur le produit. Tu repars chez toi avec, ils ont gagné. En fait, eux, peu importe si tu l'utilises ou pas, comment tu l'utilises, c'est pas leur problème tant que tu restes dans leur écosystème. Google, c'est absolument l'inverse. Google t'offre tout gratuitement. La recherche en ligne, Gmail, YouTube, etc. Google gagne sa vie sur une seule chose. Google gagne sa vie grâce aux publicités. Et les publicités sont intimement reliées à son utilisation. Quand tu tapes restaurant italien Paris, tu vois 4 publicités avant de trouver le premier résultat. Tout simplement, chaque clic, c'est de l'argent. Quand tu vas sur Maps, tu vois des résultats sponsorisés. Quand tu télécharges une application gratuite avec des publicités, oui, Google prend sa commission. Quand tu cherches un vol, des annonces de comparateurs te tombent dessus. Tout ce business qui génère plus de 300 milliards de dollars par an repose sur une seule habitude. Une habitude qui n'a pas changé depuis plus de 25 ans. L'humain ouvre des applications et effectue des recherches. Mais maintenant, quand on regarde le téléphone décrit par Kuo, tu ne tapes plus rien. Tu ne cliques plus sur des applications. Tu ne vois plus jamais une page de recherche Google. Tu dis « réserve-moi un vol » et c'est l'agent qui effectue. L'agent fait tout en silence en passant directement de serveur à serveur. Au final, Google ne voit jamais passer ta requête. Donc Google n'affiche jamais de pub. Donc Google ne touche aucune commission. Et ce qui est fou, c'est que Sam Altman l'a dit lui-même, il y a quelques semaines, sur X, Twitter. Une phrase qui pouvait paraître anodine, mais qui en fait dit absolument tout. Je cite, « Il faudrait sérieusement repenser comment les systèmes d'exploitation et les interfaces utilisateurs sont conçus. Il faut un protocole équivalemment utilisable par les humains et les agents. » Traduction de ma lecture, aujourd'hui, Internet est conçu pour des yeux humains qui voient des pubs. Demain, Internet doit être conçu pour des agents qui agissent. Et dans ce monde-là, la pub Google vaut beaucoup
mais beaucoup moins. Apple peut survivre à ça. Apple a déjà survécu à Android. Si demain, les gens achètent un téléphone OpenEye au lieu d'un iPhone, ils pivoteront. Ils l'ont déjà fait. Ils font des ordinateurs, des montres, ils ont fait du Vision Pro. C'est des choses qu'ils savent faire. Ils diversifient déjà depuis plus de 10 ans. En revanche, Google, sa colonne vertébrale, ça reste le search, ça reste la publicité. Si demain, les gens, les humains, tapent moins de recherches sur Internet, car les agents agissent à leur place, ce n'est pas juste un secteur qui perd, mais c'est vraiment leur cœur de business. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo sur Google qui vous explique comment ils ont créé leur empire et sur quoi ça repose. Alors, encore une fois, c'est ma lecture. C'est pas une vérité révélée. Google a Gemini, Google a Android, donc oui, Google peut riposter. Mais à mon avis, l'angle dont personne ne parle dans ce feat entre Jony Ive et OpenEye, c'est bien celui-ci. Alors, évidemment, il y a une chance que tout ça ne soit que du flan, qu'il n'est en réalité absolument rien qui se passe et que dans 2 ans, on en rigole. Parce que, si on doit être honnête, l'AI hardware, soit le hardware pour l'IA, c'est un réel cimetière. Que ce soit Human en 2024 qui avait levé 700 millions de dollars pour remplacer le smartphone et qui a au final été revendu en pièces détachées à HP pour les petits technos, que ce soit aussi Rabbit, il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont coulé. Et tout ça, je pense, parce que le pattern est simple. Sortir un objet IA dans un monde où tout le monde a un smartphone à 1000 € dans la poche, ben c'est quasiment mission impossible. Mais Sam Altman a 3 choses dont personne n'avait. Premièrement, la distribution. ChatGPT, c'est près de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires aujourd'hui. Pas besoin de convaincre les gens de tester une marque inconnue. La marque est déjà là, dans leur poche, et ils l'utilisent tous les jours. 2, les modèles. Parce que pour qu'un agent réserve un vol sans se planter, il faut des modèles puissants, des modèles performants. Et c'est des choses que par exemple Rabbit ou Human n'avaient pas forcément et que OpenAI a. Et le 3e point, c'est Jony Ive. Pas comme designer du smartphone, puisque du coup il ne le dessine pas, mais comme le véritable stratège d'écosystème. L'enceinte, la lampe, les objets de la maison, c'est en réalité le décor cohérent autour. Pour que OpenAI ne soit pas juste un téléphone, mais un univers. Et ça peut vous rappeler un Apple en 2008 qui créait un univers entre l'iMac, l'iPhone et l'iPod. Alors non, le prochain moment iPhone ne ressemblera pas à un iPhone. Il ressemblera à un iPhone qui sait déjà ce que tu veux avant même que tu ne le demandes. Il ressemblera à un assistant qui réservera, qui rappellera, qui répondra, qui pourra même payer sans que tu n'aies absolument rien à faire. Alors, si quelqu'un peut le faire, c'est sûrement ces 2 personnages qui ont déjà créé un moment iPhone. L'un chez Apple, l'autre avec ChatGPT. La vraie question, c'est juste qui paiera la facture. Ma réponse, qui n'engage que moi, c'est Google. Mais on en reparlera dans 2 ans.